Un podcast ici. C'est une aiguille de granit plantée au-dessus de Chamonix et réputée imprenable. L'aiguille de la République, un sommet pointu sur lequel on peut à peine se tenir debout, bien trop difficile pour les alpinistes du début du XXe siècle. Et pourtant, en 1904, un certain Joseph Simon, guide à Chamonix, a eu une idée de génie. Il allait prendre l'aiguille grâce à une arme venue du fond des âges. Mais je ne vous dis pas tout de suite laquelle. Ce choix iconoclaste a excité la curiosité un siècle plus tard de l'écrivain Sylvain Tesson. On le connaît pour ses récits de voyage, La Panthère des Neiges, Bérésina ou Sur les chemins noirs. Eh bien, Sylvain Tesson a voulu refaire l'ascension de cette aiguille de la République en retrouvant l'esprit de l'époque. L'idée de Simon indique quelque chose de très précis et de très vivace dans l'art alpinistique en général, qui est l'idée inédite. L'anticonformisme, l'idée de génie. Je m'appelle Lionel Cariou et avec Sylvain Tesson, je vais vous raconter cette épopée extraordinaire où l'imagination et l'audace de Joseph Simon ont permis de surmonter les plus grandes difficultés. La folie des hauteurs, un podcast ici. Des histoires de montagne à couper le souffle. En plein dans le mille, Sylvain Tesson est l'aiguille de la République. Lorsqu'on la regarde depuis la vallée, elle se détache dans le ciel, tout à droite de ce chapelet de sommets que l'on appelle les aiguilles de Chamonix. Cette pointe qui dépasse à l'est, c'est l'aiguille de la République, 3305 mètres. Une flèche de granit qui surplombe la mer de glace, 1000 mètres plus bas. On dit qu'elle a été baptisée ainsi parce que le sommet ressemblerait à une tête de Marianne coiffée d'un bonnet phrygien. Bon, ça se discute. Alors franchement, on a beaucoup regardé, on l'a vu sous toutes ses faces. Nous, on voit un doigt, une rampe de lancement, un chandelier, un pilastre, un manche, un candélabre, un spigolo, un fariglione. Enfin, on pourrait énumérer longuement toutes ces dimensions verticales que nous évoque l'aiguille de la République, mais pas vraiment le profil de Marianne avec un bonnet phrygien. Là-dessus, je rejoins Sylvain Tesson. Mais peu importe, c'est comme ça, elle s'appelle l'aiguille de la République et elle a vraiment fière allure. Elle attire le regard, cette pointe, et quand on est un grimpeur, on rêve de la gravir forcément. Sylvain Tesson a décidé de relever le défi en septembre 2018 avec 3 amis. Jean-Christophe Ruffin, écrivain comme lui et amateur d'alpinisme comme lui. Daniel Dulac, guide de haute montagne avec qui Tesson écume les sommets depuis de nombreuses années. Et enfin Cathy Simon, descendante directe de Joseph Simon, l'homme sans qui, en 1904, rien n'aurait été possible. Pour être précis, Cathy est l'arrière-petite-fille de Joseph. Je vis à Chamonix et puis je tiens la buvette des motets à Chamonix. Je suis passionnée par la montagne aussi. Depuis cette cabane, je vois l'aiguille de la République et là je me dis c'est le destin. Et je crois qu'il ne se passe pas une journée sans que j'évoque le nom de Joseph ou que je pense à lui en fait. Comme si je le connaissais depuis toujours. Dans la buvette, pour ceux qui un jour vont la visiter, quand on pousse la porte, on voit une reproduction de la photographie de son aïeul. C'est comme un grand salut, c'est comme le doigt de son grand-père qui prend à témoin toutes les Alpes pour rappeler cette histoire et cette épopée magnifique. Quand on voyait cette photo, on voyait Cathy qui nous racontait tout cela, l'idée est née. Et alors, Dulac a dit, il faut qu'on recommence. Et évidemment, comment n'aurais-je pas accepté ? C'est donc comme ça, dans cette buvette des motets, située à 1600 mètres d'altitude, tout près de la mer de glace, que le projet est né et que les 4 amis ont imaginé se glisser dans les pas de Joseph Simon et de son client Hippolyte-Émile Beaujard. Beaujard et Simon appartiennent à une période bien particulière, celle de l'alpinisme acrobatique. Pour résumer, à Chamonix, l'alpinisme a débuté en 1786 avec la toute première ascension du Mont Blanc. Puis la grande période d'effervescence est venue entre 1850 et 1865 où la plupart des sommets des Alpes ont été gravis, souvent d'ailleurs par des Anglais, accompagnés de guides suisses, italiens ou français. Au tournant des 19e et 20e siècles, il ne restait plus aux alpinistes en quête de première que des sommets vraiment très difficiles. Et nous voilà donc au pied de l'aiguille de la République. Alors pour savoir ce qu'elle a de si difficile cette aiguille,
Je me tourne vers le professionnel de l'équipe, le guide Daniel Dulac. Alors, pour vous décrire l'aiguille de la République, en son sommet, il y a une espèce de monolithe d'une 20aine de mètres de haut, lisse et dépourvu de toute fissure. Donc, c'est un parapet, un pilastre impossible à grimper avec les techniques de l'époque. Et même avec les techniques modernes et les chaussons d'escalade modernes, il faut quand même arquer des tout petits gratons. Donc, en 1904, on n'avait pas ces capacités-là et cette technique-là. 2 ans avant Simon et Baujard, 2 grimpeurs, et attention, pas des moindres, s'étaient déjà frottés à la République. Ces 2 prétendants, c'était Joseph Ravanel, dit Ravanel le Rouge, célèbre guide de Chamonix, et son client Émile Fontaine, très bon grimpeur. La cordée échoue au pied du ressaut final, haut comme un immeuble de 6 étages. Il n'y a pas un graton, pas une aspérité sur lesquelles s'appuyer avec le bout du pied pour terminer la course. Après ça, une cordée concurrente et tout aussi valeureuse va tenter sa chance à l'été 1904. Elle est composée d'Hippolyte-Émile Baujard et de son guide Joseph Simon. C'était quelqu'un d'assez monumental, avec des mains énormes, avec un caractère bien trempé, je pense. Mais de toute façon, pour faire des ascensions comme il les faisait à l'époque, fallait pas être des danseuses, quoi. Donc, il avait, je pense, un caractère bien trempé. Il savait ce qu'il voulait, en tout cas. J'imagine que le Simon devait avoir une espèce de truculence de vie dont a hérité amplement sa petite fille, un amour de la vie, une grande gaieté, je dis pas un je m'en foutisme, mais une sorte de confiance dans la vie qui leur permettait de se lancer dans ces entreprises insensées que normalement l'état de leur matériel n'avait pas permis, mais que leur permettait leur grande jovialité. C'est vrai que j'étais très impressionnée de savoir que il faisait partie de ma famille. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire de l'escalade, où je me suis dit, mais bon, alors, d'où je viens, qui c'est ce monsieur Joseph Simon? J'ai commencé à interroger mon grand-père, qui me disait qu'il taillait ses coins de bois dans l'atelier pour pouvoir aller faire ses ascensions, qu'il entendait résonner son marteau sur les coins de bois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de coinceurs, c'était tout des chaussures à clous, des coins de bois, des vieux piolets que j'ai d'ailleurs à la maison maintenant, que mon grand-père lui-même m'a offert pour mes 20 ans. En 1904, Joseph Simon a 45 ans. Il a déjà ouvert 2 nouveaux itinéraires sur des sommets difficiles du massif du Mont-Blanc. La face sud-ouest de la Dent du Requin et la face ouest de l'Aiguille du Plan. Son client, Hippolyte-Émile Baujard, est donc confiant lorsque tous les 2 partent à l'assaut de l'Aiguille de la République le 13 juillet 1904, veille de fête nationale. Pour cette première tentative, ils choisissent de passer par le sud, versant mer de glace. Mais l'orage qu'ils n'avaient pas vu venir les contraint ce jour-là à faire demi-tour. Le 19 juillet, ils sont de retour sur la montagne. Ils empruntent cette fois un autre itinéraire qui leur semble plus facile, par les Grands Charmoz, versant nord. Après plusieurs heures d'escalade harassante, ils atteignent le pied du dernier bastion, le fameux mur de 20 mètres. Baujard a raconté cette aventure dans la revue du Club alpin français. De tous nos yeux, nous toisons le monstre. Hélas, la route, à peu près possible, jusqu'à une 40aine de mètres du sommet, se redresse ensuite, jusqu'à atteindre la verticale, absolument lisse, ne laissant de plus aucun recul pour permettre le lancement de la corde supplémentaire. Bon, là j'interromps le récit de Sylvain Tesson un court instant, juste pour une petite explication. Dans ces années-là, au début du XXe siècle, quand vraiment l'escalade devenait trop difficile, on lançait une corde avec l'espoir de la faire passer par-dessus la cime. Il fallait ensuite qu'un des grimpeurs aille récupérer l'extrémité pour faire contrepoids et permettre ainsi à ses camarades de se hisser jusqu'au sommet. Bref, une entreprise quand même très aléatoire. D'ailleurs, pour Simon et Baujard, ça ne passe pas. Et les voilà donc, littéralement, au pied du mur. Dépité, je regarde le grand chef pour lui communiquer mes tristes impressions. Et je laisse à penser quelle est ma stupeur, en le voyant hocher la tête d'un air très satisfait. Oui, c'est bien ça, je crois que nous la tenons. Devenez-vous fou, Joseph? Vous ne voyez donc pas? Mais si,
Eh bien alors, dis-je. Eh bien alors voilà, c'est que, dit Joseph. Et mystérieusement, le bon Joseph me confie qu'il a vu dans quelques livres un objet qui nous tirera de peine et capable de ce que créature au monde ne pouvait ici tenter, et que cette merveille n'est autre qu'une arbalète d'un modèle spécial. Une arbalète juste cieux. Baujard fait un bond. Simon n'en démord pas. Cette arbalète, c'est l'engin qui devrait leur donner assez de puissance pour réussir à lancer la corde par-dessus le sommet. À ce moment-là, le guide s'imagine déjà en Guillaume Tell, ce héros imaginaire du Moyen-Âge qui, selon la légende, aurait réussi à percer avec un carreau d'arbalète une pomme placée sur la tête de son propre fils sans le blesser. Le carreau, c'est le nom du projectile lancé par l'arbalète, dont la base est souvent carrée, d'où son nom, le carreau. Une sorte de flèche, donc, au bout de laquelle Joseph Simon imagine attacher sa corde. De retour dans la vallée, nos deux hommes téléphonent à une armurerie parisienne, et aussi étonnant que ça puisse paraître, on leur livre une arbalète à Chamonix en 4 jours. Et donc, le 28 juillet 1904, les voilà prêts à remonter avec de quoi bivouaquer une nuit dans la montagne. Cette fois, ils ont appelé du renfort. Louis Simon, le frère de Joseph, et un certain Alfred Tournier sont embauchés comme porteurs. Les voilà partis, arbalète sur le dos, pour l'aiguille de la République. D'abord, ils étaient élégants, et c'est ce qu'il faut dire. Ils étaient en veste avec des culottes de grosses toiles qui les protégeaient des frottements et de l'abrasion du granit. L'arbalète elle-même était une vieille arbalète très belle, de l'époque, elle pesait 12 kilos. Les cordes étaient de chanvre, elles étaient nouées à la taille, c'est-à-dire que vous imaginez, la chute devait quand même faire assez mal aux côtes flottantes. Les souliers étaient des souliers à clous. Et donc, qu'est-ce qu'on tire de toutes ces constatations d'ordre archéologique, allais-je dire? Eh bien, on en tire le fait que les alpinistes devaient pallier la faiblesse de leur équipement, l'archaïsme de leur équipement, par premièrement une abnégation, c'est-à-dire une acceptation de la douleur, de l'effort et de la sanction mortelle, une grande patience, un courage assez implacable, et vertu suprême de l'alpiniste, un optimisme assez extraordinaire, qui est exprimé et manifesté dans les écrits de Baujard par une grande gaieté qui régnait. C'est dans ce même état d'esprit que plus d'un siècle plus tard, Sylvain Tesson s'encorde à Cathy Simon et Daniel Dulac à Jean-Christophe Ruffin pour accomplir à leur tour cette ascension épique. Les premières longueurs sont assez difficiles. Et puis on opère une traversée pour rejoindre un grand couloir un peu plus facile où on crapahute. Les Anglais appellent ça le scrambling. On cravache un petit peu, après une petite descente en rappel, on retraverse un petit peu sur la droite, on rejoint les derniers murs verticaux qui arrivent sur une arête et sur une épaule au pied de cette dernière partie de 20 mètres d'où il fallait tirer ce carreau d'arbalète. On ne peut s'empêcher de penser avec respect et admiration aux pionniers de 1904 qui ont dû surmonter bon nombre de difficultés et faire face aussi à de graves dangers. Par exemple, Baujard raconte très bien dans son article pour le Club Alpin comment la chute d'un bloc a failli les précipiter dans le vide. Comme c'était des êtres qui aimaient la vie, et qui étaient joyeux, et qui étaient profonds, eh bien ils emportaient de l'alcool. Donc on voyageait avec sa bouteille de gnôle, et dans le texte de Baujard, Simon appelle la bouteille de gnôle l'alcool des grandes émotions. Et alors de temps en temps, quand un caillou les frôlait ou qu'il manquait de glisser, il se raffermissait l'âme, il se rebronzait le cœur, ils en remettaient un peu dans la chaudière et ils repartaient grimper. Bon, allez, après plusieurs heures d'ascension, voilà Baujard, Simon et leurs 2 acolytes parvenus à 3300 mètres d'altitude sur la fameuse plateforme au pied du mur final. Joseph Simon saisit l'arbalète et vise juste un tout petit peu au-dessus de la fine pointe de l'aiguille. Tous les cœurs battaient, j'en réponds, quand l'arbalète se détendit, envoyant au plus haut la flèche conductrice. Par un hasard remarquablement heureux, la corde de soie fut entraînée, juste au bon endroit, dans une échancrure qui semblait faite à souhait pour l'empêcher de glisser. C'est gagné. La corde accrochée au carreau d'arbalète est passée par-dessus le sommet.
Plus d'un siècle après, c'est au tour de Cathy de tenter sa chance, aidée par Daniel Dulac. Nous voulions que Cathy répète le geste de tirer, c'est un geste superbe. Cette idée assez baroque de tirer un carreau d'arbalète par-dessus un pilier pour pousser la conquête de l'inutile jusqu'à forcer l'impossible. Alors c'est magnifique. Il fallait que la petite fille, la descendante, dans un geste de mémoire et de salut, répète le geste. Tiens, à un moment, il faut être sérieux. Non, je suis très sérieuse. Je ne peux pas être Mais plus sérieuse que là. C'est très compliqué d'armer une arbalète. Moi-même, j'arrive pas à tirer la corde. Premier tir, alors le premier tir, la flèche, elle a rebondi contre la paroi. Encore un peu. Voilà, peut-être que là, c'est pas mal. Hein. Ouais, je suis vraiment beaucoup plus haut que le pompon. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Donc elle est redescendue. On s'est amusé à faire au moins 5 ou 6 tirs. Donc quand la flèche a réussi enfin à se poser sur le sommet, moi j'ai eu un grand éclat de joie. Allez, vise bien haut, encore un peu plus haut. Oui. Elle est passée. C'était très émouvant de pouvoir reproduire ce geste-là et de me mettre un instant dans la peau de mon arrière-grand-père. Je m'imaginais même en train de lui parler, de lui dire « Mais enfin, là, qu'est-ce que t'as bien pu vivre à ce moment-là ? Qu'est-ce que t'as pensé ? Comment t'étais ?» J'aurais aimé qu'il me raconte en direct, en fait. Et c'était comme une petite voix qui résonnait dans ma tête et qui me guidait, finalement. Pour Joseph et son client, l'aventure est encore loin d'être terminée. Le tir d'arbalète a réussi, la corde est fixée, mais encore faut-il parvenir à se hisser jusqu'au sommet. Restait à effectuer le passage du porteur qui devait, de l'autre côté de l'arête, s'en aller nous servir de contrepoids. Vers 5 heures, après une série de manœuvres où il risquait 20 fois sa vie, Louis nous avertit qu'il était solidement campé et prêt à remplir son rôle. En avant, non sans une très vive émotion, je vois Joseph quitter sa veste, enlever tout ce qui peut l'alourdir, sauf pourtant ses chaussures, et mettre le pied sur l'épaule d'Alfred pour franchir les premiers mètres qui surplombent. Bientôt je le perds de vue. Seul le bruit de ses clous éraflant le granit me parvient. Quelques minutes s'écoulent, interminables. Tout à coup, un cri sauvage, extraordinaire hurlement, dont le sang n'est pas près de sortir de ma mémoire, nous annonce son heureuse arrivée. Il est exactement 5h13. Joseph Simon découvre alors la cime sur laquelle il ne peut se tenir qu'à califourchon. C'est vraiment pas très large, on va dire peut-être 50 centimètres, avec 1000 mètres de vide de chaque côté. Et j'allais pas y monter tous les jours là-haut, donc j'ai dit bon allez là, j'essaye de me mettre debout, mais il dit à Sylvain, moi, tu me tiens la main, parce que moi, j'ai pas envie de tomber d'un côté ou de l'autre, c'est quand même super impressionnant. Et puis, de là-haut, ma grosse pensée à Joseph, à mon grand-père, à mon père aussi, toute la lignée. Et je me rappelle avoir appelé mon père ce jour-là. Et les larmes se sont mises à couler parce que c'était très émouvant. Et là où je suis assez fière de moi, c'est que j'ai réussi à leur tirer une petite larme à chacun. Joseph Simon, Émile Beaujard et leurs compagnons mettent 2 jours pour redescendre jusqu'à Chamonix. Ils sont harassés de fatigue. Simon posera fièrement devant un photographe avec son arbalète. C'est cette photo que Cathy a accrochée dans sa buvette au Motet et dont Sylvain Tesson parlait tout à l'heure. D'une certaine manière, la fin justifiait les moyens, et la fin, c'était pas de pratiquer un alpinisme de la difficulté, c'était d'arriver géographiquement sur le sommet impraticable. Il a fallu attendre quelques années pour choisir les faces nord, puis les faces nord en enchaînement, puis les enchaînements par les choses les plus difficiles, puis aujourd'hui le plus vite possible. Chaque époque, chaque génération, chaque décennie, chaque siècle peut-être, invente son défi. À l'époque, on était dans un défi d'abord de conquête du sommet. Et Simon a eu son idée de génie en lançant un coup d'arbalète. L'alpiniste a des idées que les autres n'ont pas. Et c'est dans cette dimension intellectuelle, d'audace en fait, qui vient balayer absolument tous les conformismes, les habitudes et les réflexes des autres, que lui y arrive. Après Beaujard et Simon, les grimpeurs suivants eux aussi feront preuve d'imagination.
La deuxième ascension n'est faite qu'un quart de siècle plus tard, en 1928, à l'aide d'une corde attachée à une pierre. Et en 1934, nouvelle technique, des grimpeurs suisses utilisent non pas une arbalète, mais une fronde pour faire passer la corde par-dessus le sommet. Enfin, en 1971, on décide que c'en est assez de tous ces stratagèmes. Le dernier mur, trop pauvre en prise de main et de pied, est percé d'une douzaine de pitons à expansion, ce qui permet de se hisser de point en point et qui épargne au passage aux grimpeurs la fatigue d'avoir à transporter une arbalète. Aujourd'hui, les techniques d'escalade ont beaucoup évolué et des alpinistes parviennent à grimper sans l'aide de ces pitons. Mais attention, on parle de très bons grimpeurs. Alors, que reste-t-il au juste de l'ascension de 1904 ? Eh bien, un récit, celui d'Hippolyte-Émile Beaujard, et l'arbalète de Joseph Simon. Elle est conservée à Chamonix par ses descendants, des cousins de Cathy. Joseph est mort en 1936, à l'âge de 77 ans, après une vie à rêver toujours plus haut. À force de patience, à force d'espérance, à force d'optimisme, à force d'amitié, on finit par vaincre le sentiment que ces espaces sont infranchissables et ces sommets sont inaccessibles. Et peu à peu, on comprend comment vers le ciel, c'est merveilleux, c'est long, c'est inutile, c'est donc magnifique et hautement recommandable. C'était En plein dans le mille, Sylvain Tesson et l'Aiguille de la République. Un récit documentaire de Sophie Queneau, rédaction en chef Lionel Cariou, réalisation Simon Berthier, production Christine Simeone-Giocanti, studio de création ici. Pour écouter d'autres épisodes de La Folie des Hauteurs, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. Alors, à bientôt!